on est dans un contexte marqué par beaucoup d'irrédentisme religieux, beaucoup de renouveau, où l'on attend des gens qu'ils se conduisent d'une certaine manière plus normée, qu'ils aient un comportement vestimentaire, je veux dire, plus rangé. On a des gens qui font preuve d'une inventivité extraordinaire. Le rap correspond vraiment à une couche complémentaire qui introduit une certaine rupture. Les premiers groupes ont fait des tentatives pour reprendre les sons nationaux, pour inventer à partir des sons nationaux, pour puiser leur rythmique dans des répertoires culturels locaux. Peut-être le summum de ce répertoire culturel locaux est l'ensemble instrumental que Maman Garba avait mis en place à un moment donné, où il a mis en valeur tous les instruments de musique, où il a fait chanter dans toutes les langues. Et bon, mais ce n'est pas du même type. Maman Taya qui a pris un certain nombre de répertoires extrêmement intéressants. Peut-être au passage, je citerai le colonel Gouraud parce qu'il vient de décéder. Lui, avec l'orchestre des fans, avait popularisé les Nigériens avec des sons et des rythmes malgaches où il avait fait ses études, dans lesquels il a introduit une langue nationale nigérienne. Peut-être que beaucoup de gens ne se rendent pas compte, mais le colonel Gouraud, que nous appelions gentiment Dodo Gouraud parce que c'est notre grand frère, avait puisé dans le répertoire malgache, mais avait chanté dans nos langues. Et il y a toutes ces créativités. Bon, moi, je vois, par exemple, récemment dans Tal, ce que Tal a fait, c'était de prendre les meilleurs pour les faire chanter. Quand je prends un Mati chantant Atsakiri, qui est une chanson du répertoire local, mais qu'il a mis au rythme militaire. C'est ça son invention. Je pense que cette façon de parler au monde, c'est le rap qui l'amène. C'est le rap qui crée ce festival où toute l'Afrique se retrouve dans un discours subversif. Parce qu'au fond, le rap qu'il puise dans la culture ou qu'il invente dans le contestataire a ceci de toujours particulier, qui est que c'est une nouvelle musique qui peut-être rappelle les troubadours du village. Oui, qui rappelle les troubadours du village. Qui rappelle... on dit que parfois les grands chanteurs dans les villages ou les grands griots peuvent dire au roi ce que le commun de mortels ne lui disent pas. Peut-on considérer que le rap reprend un peu cette fonction sociale de dénonciation ou encore d'énonciation? Je pense qu'on peut s'interroger. On peut s'interroger sur cette donne. N'aurait pas pu s'exprimer sur les répertoires locaux sans le travail formidable qu'a fait la Voix du Sahel dans les années 60 à 70, de les répertorier, de les diffuser sur la radio pour que on sente ce terre culturel, même en ville. Bon, je pense qu'il y a eu des choses. Ces choses sont probablement interconnectées. Mais je pense que les rappeurs ont, à leur manière, introduit un nouveau visage de la musique nigérienne. Je dois partir, malgré la paix, malgré l'hospitalité. Je dois partir, trop dur d'être jeune chez nous. Vivre, fardeau fatal, dans nos têtes le doute s'installe. Que c'est dur, dur de douter de son avenir. Triste de savoir que pire sera le lendemain. Dur
de ne pas savoir comment en finir. Je dois partir à Paname ou chez l'oncle Sam. Conscient de tous les dangers, je sais que là-bas je serai comme un naufragé, mais je saurai nager. Mélanger une rappeuse à Tabou Cissé, parce que Tabou Cissé, quand John Sofa Collé le chante, il ne le chante pas pour du rap. Il émet un son intéressant, extraordinaire, accompagné d'une voix unique. Mais cette fille, par son verbe, par la profondeur de ses mots, donne une nouvelle envergure à Tabou Cissé, qui au fond accompagne le fond de ce rap, qui est le fond de la migration. Tabou Cissé, c'est l'enfant de la migration, qui est né ailleurs et qui revient au pays. John Sofa Collé le chante, et cette rappeuse, malgré tout, dit qu'elle s'en va. Mais je trouve que c'est un mix extraordinaire. Toute cette créativité unique, je dis bien unique, parce que ce n'est pas de la musique importée, ce n'est pas une reprise d'un grand chanteur ailleurs, mais c'est une invention locale. C'est des musiciens anonymes qui sont des créateurs. Ils n'ont pas de brevet posé quelque part. C'est leur cerveau, c'est leur intelligence qui mixte, qui fait ressortir et qui nous donne ces mélodies extraordinaires qui accompagnent les raps que nous avons vécus. Pour moi, incontestablement, il y a eu un foisonnement musical au cours de toutes ces années. Je vous disais tout à l'heure, n'oubliez pas que ça a été possible parce qu'il y avait la liberté d'expression que permettaient les processus de démocratisation qu'ils décrivent dans leur musique. Mais c'est ça aussi la réalité qu'il faut observer. Parfois, quand on va faire le bilan des processus de démocratisation, il faut aussi faire le bilan de ce que ça a donné au plan de la culture, au plan de cette inventivité, de cette libre pensée, de cette création, tout court, de cette création qui, malheureusement, je pense, n'est même pas conservée quelque part. À un moment, j'avais tenté de répertorier toute cette musique, mais ce n'est pas le travail d'un individu, c'est un travail public. C'est un travail que le ministère de la Culture se doit de faire pour mesurer nos inventivités, pour mesurer les chemins parcourus au plan culturel et pour conserver, parce que la question de la conservation est essentielle. Elle est essentielle. Aujourd'hui, on écoute la Kalkanay, mais la Kalkanay, c'est les débuts du rap et qui a fasciné les gens. Oui, c'est aussi une période qui a correspondu avec la période du clip. Le clip n'a pas toujours existé, je le dis aux plus jeunes. Le clip tel que nous le connaissons, qui est une mise en scène qu'il faut inventer, qui est une mise en cohérence d'image. Mais tout cela fait partie de ces nouvelles alchimies de la modernité qui nous donnent tant de plaisir et tant de bonheur, si je peux le dire ainsi. Et quand il sort, le public s'affole. Tout le monde va sur la scène, chante avec lui, danse avec lui. Quand on essaie de percevoir, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et on voit qu'il y a un discours de dénonciation profond de la situation politique, des conditions sociales. Et
je me dis, une telle popularité est-elle due au contenu de son discours? Est-elle due à la scène, à la qualité de sa musique? Toujours est-il que je suis sorti de ce concert avec plein de questions. Je ne sais même pas comment est son visage, parce qu'on ne le voit pas. Le public ne laisse pas qu'on le voie, on l'entoure. Mais c'est cette voix forte, assumée, que l'on entend. Et il parle, parce que c'est du rap, il parle. Il n'est pas en train d'entonner une mélodie, il dit des choses, il dit un discours, il dit des mots profonds. Et je dois dire que je suis sorti de ce concert en me disant, mais est-ce que les pouvoirs publics sont au courant de ce qui se passe dans leur pays? Est-ce qu'ils savent que ces discours sont sur l'espace public? Et je veux dire, pour moi, ça a été une découverte, un étonnement d'une telle vigueur et ampleur. Je ne savais pas, je n'avais jamais vu un rap qui mobilise autant. Et je me suis dit, il y a des pans de nos sociétés qu'on ne voit pas. Il se passe des choses dans nos pays, il se passe des choses dans nos sociétés, mais nous ne sommes pas au courant parce que nous n'allons pas à la rencontre de ces créations et de ces productions. Et ça, pour moi, ça a été une découverte. Je pense que pour ceux qui observent la politique, ils devaient aussi observer les rappeurs. Parce que les rappeurs semblent être les médiateurs de paroles puisées du fond social. Peut-être de ceux, ils sont une espèce de caisse de résonance. Une caisse de résonance de paroles qui s'expriment dans la société, qui ne sont pas nécessairement audibles de tous, mais qui le deviennent parce qu'eux le chantent. Et quand ils le chantent, c'est repris à la télé, c'est repris à la radio, mais sont-ils seulement écoutés? Je ne le sais pas. Souvent, on danse, on reprend les refrains, mais on ne sait même pas ce qu'on chante. On ne sait même pas ce que disent les refrains que nous reprenons. À mon avis, c'est deux sphères différentes. D'abord, être chercheur, c'est une formation. Vous êtes amené à acquérir des connaissances, des savoirs qui vous amènent à votre tour d'en produire éventuellement. Mais selon un certain nombre de règles de l'art, là encore. Maintenant, la collaboration possible, on peut dire que dans une société, les chercheurs, quand ils travaillent, doivent apprendre à écouter aussi les artistes. Doivent apprendre dans leur terrain à intégrer la vision que les artistes dans une société donnent de leur société. Et les artistes dans une société, effectivement, donnent toujours des visions de leur société à travers l'art qu'ils produisent, à travers leur imagination. Donc, en tout cas, les chercheurs en sciences sociales ont intérêt à écouter les artistes, à comprendre le fonctionnement du champ culturel. Parce que c'est un champ social comme les autres. Il y a une émission qui s'appelle « Le ventre des villes ». Moi, j'aime bien sentir le ventre de mon pays. J'aime bien sentir le pouls. C'est pour ça aussi que j'essaie de comprendre ce qui se passe. Et je pense que le chercheur doit considérer que l'artiste, le champ artistique est aussi un champ important. Et d'ailleurs, quand on le dit, ce n'est pas par hasard. Beaucoup de grands sociologues ont fondé leur notoriété en observant le champ de la culture. Je pense notamment à Pierre Bourdieu, qui est probablement l'un des auteurs
le plus prolixe dans l'espace francophone sur le champ culturel. Vous posez des sujets redoutables sur lesquels nous n'avons pas de réponse. Voyez-nous, un chercheur n'est pas sûr que ses découvertes sont utilisées par les pouvoirs publics pour faire des politiques. C'est d'ailleurs un casse-cou pour nous. Parce que les gens passent leur temps à dire qu'on ne sert à rien. Simplement parce qu'ils n'ont pas accès au savoir qu'on produit. Les artistes peuvent accéder au savoir qu'on produit et les chanter. Peut-être qu'ils auront plus d'impact, j'en sais rien. J'ai aucune idée parce qu'on ne l'a pas essayé. Mais il faut savoir que les résultats de la recherche ne sont pas toujours utilisés dans les politiques publiques. C'est clair. Et parmi les militantismes qu'on fait, c'est comment amener les pouvoirs publics à prendre en compte les résultats de la recherche quand ils agissent. Nous avons mis en place il y a à peine 6 mois un réseau qui s'appelle le REFISC. Le REFISC, c'est le réseau francophone international pour le conseil scientifique. Il a son siège à Montréal. Moi, je participe au comité exécutif de cette institution et notre laboratoire est membre du consortium qu'il a mis en place. Son ambition, c'est de favoriser le conseil scientifique et de faire en sorte que l'action publique soit nourrie de savoir probant, avéré, pas d'intuition, pas de rumeur. Bon, ça implique une autre gouvernance. Nous n'en sommes pas là, c'est pour ça qu'on milite pour la faire avancer. Et ce militantisme, attention, on n'est pas seulement c'est pas les pays africains, hein. C'est un peu partout. Les chercheurs ont du mal à se faire entendre dans ce qu'ils disent. D'ailleurs, qui les lit? Qui les lit? Aujourd'hui, si je vous pose vous la question, est-ce que vous m'avez lu une fois? Je suis sûr que vous n'avez jamais eu cette occasion. Pourtant, on se côtoie, on se voit, etc. Et je pense que ça, c'est un marquant. C'est un marquant qui montre que, bon, ça pose la question de savoir est-ce que mon savoir vous est utile? Ça pose la question de savoir notre travail là. Ça sert à qui? Qui ça nourrit? C'est des questions de fond. Hein. Et parfois les réponses ne sont pas bonnes à dire toujours. Uwaguda